Bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir sur ce nouveau webinaire. Je suis Xavier Bellet, je suis en charge des activités commerciales et avant-vente au sein de Niji. Et comme vous pouvez le voir, régulièrement, on partage un certain nombre de webinaires. Et donc, voilà, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube où vous pourrez trouver les nombreux webinaires que l'on a fait ces 18 derniers mois, autant sur des sujets techniques, technologiques, mais aussi métiers, organisationnels et sectoriels. Ils sont tous disponibles sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à les partager avec des collaborateurs et des confrères, ou plus largement au sein de votre écosystème. Aujourd'hui, on va vous parler Journée française du test logiciel qui a eu lieu il n'y a pas longtemps et pour lequel on est ravi aujourd'hui de vous accueillir dans ce webinaire pour partager avec vous le débrief, nos convictions, ce qu'on a retenu, ce qui nous a plu et ce qui est l'effet marquant. Je suis accompagné aujourd'hui de l'équipe qui s'est rendue à ces journées et qui est emmenée par Betty, qui est la directrice de notre Digital Testing Factory, Anthony et Tanguy, qui vont avec moi animer ce webinaire et partager avec vous leurs convictions et ce qu'ils en ont retenu. Avant ça, je vais vous dire quelques mots sur Niji. Voilà, on est quasiment 1000 talents répartis sur 5 métiers. Un métier de conseil très en amont qui accompagne nos clients très en amont dans leur réflexion de transformation digitale, plus largement de transformation d'entreprise. Une agence de design avec tous les métiers relatifs au design, que ce soit refonte de parcours, refonte d'interface, et puis une brique technologique auquel appartient l'équipe qui est avec moi aujourd'hui et encore une fois amenée par Betty, où on va y retrouver toute l'expertise logicielle, où on va y retrouver nos Digital Factory, nos pôles TMA et notre Testing Factory. Un pôle Salesforce, on est intégrateur Salesforce avec plus de 80 experts Salesforce qui effectivement comptabilisent plus de quasiment 200 certifications. Et puis on a lancé, vous le savez certainement, une activité cybersécurité en début d'année 2021 et pour lequel aujourd'hui on rassemble plus d'une vingtaine d'experts autour de la cybersécurité. Voilà rapidement un overview des métiers de Niji. Puis là, je suis heureux de laisser la parole à Betty qui va rentrer dans le vif du sujet. Alors, d'un point de vue logistique, n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion de Teams. Ça permettra à la fin de prendre quelques minutes pour répondre. Ou sinon, on vous donnera la parole à la fin de ce webinaire pour vous exprimer, commenter ou poser plus largement des questions. Voilà. Betty, à toi. Merci Xavier. Avant de présenter les Journées françaises du test logiciel 2021, je vais vous faire juste un petit zoom sur qui on est chez Niji. On est la Digital Testing Factory. Donc, au sein de ce pôle technologique que vous a présenté Xavier, on a différents pôles techniques, donc la partie Run et la partie Digital Factory, qui sont des centres de développement Niji sur différentes expertises focalisées sur les métiers du digital. Et l'ensemble des développements Niji sont validés par la Testing Factory, qui dispose d'un outillage dédié avec des gens qui sont pour la plupart certifiés STQB, avec un pôle de méthodologie et un pôle de device à disposition sur la Testing Factory. Tout ça dans un mode agile. Donc la Testing Factory, très rapidement, on est une soixantaine de collaborateurs spécialisés dans les métiers du test. Donc, nous ne sommes pas que des personnes qui font de la conception et de l'exécution de tests. Donc, nos collaborateurs sont spécialisés dans les tests mobiles, dans les tests de performance, dans les tests d'automatisation, en partie sur les tests de sécurité. Ils peuvent avoir aussi des spécialisations sur ce côté business analyst, des spécialisations méthodologiques, par exemple l'accessibilité également,
le green testing également. Donc, du coup, on a une diversité de compétences au sein de notre pôle. Donc, du coup, pour les débriefs de la journée, des journées du test logiciel, donc on va vous faire une présentation très rapide de ces journées. On va vous présenter nos convictions, les différents thèmes que nous avons retenus. Et on va rentrer dans le détail des différentes journées sur ces 2 jours, sur les tutoriels et les conférences. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est ces JFTL, ce sont les journées françaises du test logiciel qui ont lieu depuis 2008, qui ont été créées par le Comité français du test logiciel, qui a été créé pour lui en 2004. Donc, ce sont des conférences, des tutos qui sont destinés aux professionnels du test logiciel et de la qualité des services informatiques. Ça regroupe entre 1000 et 1200 participants chaque année. Ça a lieu au Beffroi de Montrouge à Paris. Et donc, du coup, il y a des conférences, des témoignages, des tutoriels, etc. Donc, Niji est présent sur ce site-là depuis 5 ans. Alors, ce qu'on a retenu, voilà, s'il faut retenir qu'un slide, ça, c'est ce qu'on a retenu, nous, Niji, de ces journées. Donc, ça regroupe des différentes thématiques qui sont déjà présentes depuis plusieurs années sur les journées françaises du test logiciel. Donc là, une thématique dont on parle depuis quelques années, depuis pas très longtemps, c'est la partie Shift Left. Donc, ça veut dire c'est comment tester au plus tôt. Donc, on a vu différentes méthodes qui ont été démontrées pendant ces conférences. Bien sûr, toujours la partie automatisation, donc qui mûrit avec le temps au travers des années. Donc là, il y a beaucoup plus de conviction, beaucoup plus de retour d'expérience, d'évidence sur le sujet automatisation. L'agilité, toujours l'agilité, la partie outillage. Donc là, voilà, c'était une des grandes thématiques aussi des JFTL parce qu'effectivement, l'agilité, ça fait pas 10 ans que c'est présent. Donc du coup, on a toujours besoin de s'aguerrir et de partager sur ces méthodologies-là. Et bien sûr, cette notion d'IA qui apparaît depuis aussi pas longtemps, donc qui reste encore un Eldorado pour certains. Et donc du coup, on commence à avoir les prémices d'outillage sur l'IA et les machine learning. Voilà, donc pour la partie tuto qui ont lieu le 13, un des premiers tutos qui va être présenté, c'est par Tanguy sur Gravity. Alors, l'outil, le thème du tutoriel, c'était donc les logs d'usage au test de non-régression automatisé assisté par l'IA. Alors, derrière ce thème assez générique qu'est l'IA, on parle particulièrement de machine learning. C'est donc l'entreprise de Smart Testing qui travaille sur cet outil-là, qui met en place cet outil et c'est un outil qui est issu de leur recherche et développement. Comment fonctionne l'outil? L'outil, il fonctionne en fait avec des imports de fichiers de log. C'est-à-dire qu'on va venir importer un log de production, on va venir importer un log de notre environnement de recette et en fait, l'outil va déterminer à partir de ces logs, les différents parcours utilisateurs qui ont été, utilisés dans chacun de ces logs. Ce qui nous donne donc le graphique que vous voyez à côté, donc la capture d'écran que vous voyez à côté, où vous avez une partie arborescence sur la gauche et une partie schématique au centre. Dans la partie arborescence, on peut voir une première partie qui concerne les parcours utilisateurs identifiés en production et une seconde partie qui concerne les parcours utilisateurs des logs de recettes. Et au centre, sur le schéma, on distingue, alors pas forcément facilement, mais on distingue 2 couleurs qui sont le violet et le rose. Le rose pour indiquer tous les parcours de production et le violet pour indiquer le parcours de production qui est couvert par un parcours qui a été identifié en test. Alors c'est un outil qui est assez simple à prendre en main. Une fois que la configuration des logs de production et de recettes a été effectuée, et surtout, c'est un outil qui est en cours de construction. Alors, comme on peut le voir sur le slide suivant, on aura en fait la possibilité à l'avenir de pouvoir, donc ça, c'est les captures d'écran que vous voyez sur la droite, on aura la possibilité de venir générer des fichiers donc Gherkin, qui sont en fait des scénarios de test qui sont en entrée des automates de test, en format soit point .robot, donc pour un automate Robot Framework, ou en format point feature pour un automate Cucumber. Le bénéfice immédiat de cet outil-là, dans son état actuel, c'est l'identification de manques dans la couverture de test
en comparant les parcours identifiés par les logs de production et ceux identifiés par les logs de recettes. Pour nous, en fait, de notre point de vue, c'est un outil qui est déjà utilisable, même s'il n'est pas encore dans sa version finale. C'est un outil qui est déjà utilisable et qui peut même être utilisé pour identifier des parcours utilisateurs importants et qu'on n'aurait pas forcément identifié avec les PO lors de notre conception de test. Et donc, bien entendu, on attend la prochaine version qui permettra d'intégrer la génération de fichiers Gherkin pour les automates de test. Pour le deuxième tutoriel, le thème était l'implémentation du continuous testing en pratique, qui utilisait deux outils, GitHub et Cerberus. Donc, c'est l'équipe Cerberus qui nous présentait ce tutoriel. Sur la partie GitHub, donc ils ont utilisé le module action de GitHub pour enchaîner et manipuler les différentes tâches à exécuter, donc pour la partie continuous testing. Et leur outil Cerberus servait d'automate de test. Donc, l'outil Cerberus, c'est un automate de test dit low-code. C'est un terme qu'on va entendre plusieurs fois pendant ce débrief. Donc, ça fait partie des automates de test qui n'ont pas besoin de beaucoup de connaissances techniques pour réussir à créer chaque scénario de test. Un élément assez marquant de cet outil-là par rapport à d'autres outils de ce type, c'est la reconnaissance d'images. Cerberus intègre des bibliothèques d'images, des bibliothèques de données qui vont permettre de facilement gérer des images, des données et de pouvoir en fait venir les vérifier au fur et à mesure du test. L'outil Cerberus intègre aussi tout ce qui va être suivi d'exécution et reporting. Et donc sur le slide suivant, juste pour donner notre avis, c'est que c'est un outil effectivement qui est dit low-code parce que le script en lui-même n'a pas besoin de connaissances techniques. Par contre, pour arriver jusqu'à l'étape de scripting, ça nécessite une configuration assez importante pour réussir en fait à configurer tout son automate de test avec Cerberus. À noter que le concept de continuous testing qu'ils nous ont présenté est principalement porté par GitHub et donc le module action. Ce qui fait qu'on peut l'utiliser aussi, tout ce qu'ils nous ont présenté là, on peut l'utiliser avec un autre outil que Cerberus. Un outil qui peut être implémenté avec GitHub. Donc voilà pour le deuxième tutoriel. Merci Tanguy. Lors de cette journée du 13, j'ai participé à un tutoriel qui s'appelait l'amélioration du test avec des jeux rôles basés sur TMMI, donc, qui était animé par Eric Rio-Ducosquier, qui fait partie de la société Certilog. Donc, TMMI, qu'est-ce que c'est? C'est un modèle et des mécanismes d'évaluation des pratiques de test. Donc, si vous connaissez TMMI, c'est le pendant associé au test. Donc aujourd'hui, les entreprises, les projets peuvent se faire certifier TMMI à travers des audits formels ou informels qui peuvent être réalisés par des certificateurs de cette société. Donc Eric Rio-Ducosquier est un certificateur TMMI et il nous a présenté lors de cet atelier la méthodologie qu'il appliquait pour réaliser ces audits. Donc c'était assez pratico-pratique, pragmatique, et il nous a donné les éléments clés pour réaliser un audit formel, tel qu'il le fait pour les grandes entreprises. Cet audit, il utilise justement cette certification, cette méthodologie TMMI, qui s'appelle Test Maturity Model Integration, et dans lequel on peut trouver un ensemble d'exigences, de documentation, de livrables qui permet d'évaluer les processus de test et de qualité au sein des projets. Donc moi j'ai trouvé ça très intéressant. Ça nous a permis, parce que moi j'avais une image un peu lourde de cette certification, et au contraire, il nous a prouvé que justement ce modèle TMMI pouvait apporter de l'industrialisation, de la capitalisation et de baisser les coûts, parce que justement ça permet d'être plus efficace à travers une méthodologie commune
et partagée. Par exemple, on peut avoir une stratégie test clé en main, capitaliste, ça paraît évident, mais qui peut être réutilisable de projet en projet et de testeur en testeur. Donc, c'est un document où toutes les méthodologies testing sont écrites. Donc, c'est un peu une bible documentaire. Donc, c'était très intéressant dans sa manière de faire les audits et dans sa manière de nous présenter le TMMI. Ensuite, lors de la journée du 14, nous avons assisté à un ensemble de conférences sur différentes thématiques. La première auquel on a assisté, c'était la conférence réalisée par Yves Cazot, qui est le DSI Michelin, qui a une forte expérience sur le lean management et sur la transformation digitale. Et il a d'ailleurs écrit un livre sur cette approche-là. Donc cette conférence était très intéressante, très théorique, mais qui remettait le test au cœur des enjeux de la transformation digitale. Et donc, il nous a expliqué de manière très théorique ce que c'était que pour lui la transformation digitale et les éléments clés pour la réussir. Donc, selon lui, pour la réussir, il faut une architecture qui puisse évoluer. Et pourquoi elle doit évoluer? Évoluer rapidement, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans un système où avant, le code allait vers le client. Maintenant, c'est le client qui vient challenger le code pour être au plus près des besoins. Donc, il est nécessaire, et vu qu'on est dans un environnement qui bouge tout le temps, où il faut tout le temps évoluer les usages, et donc le code doit évoluer vite, il est nécessaire d'avoir des architectures qui évoluent vite, mais aussi des équipes qui évoluent rapidement, et donc il est nécessaire d'évoluer, de faire évoluer les pratiques. Étant donné qu'on met en prod de plus en plus vite, il est nécessaire d'avoir les bons outillages et donc de s'assurer aussi que la qualité soit au rendez-vous. Donc, on ne peut pas perdre de temps à tester et donc il est nécessaire d'avoir les outils d'automatisation qui soient en place pour répondre aux enjeux de la qualité de cette transformation digitale. Donc ça, c'était important. Il nous a également parlé du Craftsman Code, du Craftsmanship, qui est l'élégance du code, qui va justement avec cette exigence de cette transformation digitale et d'être au plus près de la qualité des clients. Donc, on n'a pas parlé d'outils en particulier, mais voilà, un point est appuyé sur l'importance du choix des outils pour réussir cette accélération du time to market. Donc, l'élément marquant, pour moi, je trouvais dans cette conférence, c'était que ça remettait du sens dans notre métier. Aujourd'hui, la qualité est d'autant plus importante aujourd'hui qu'il y a cette exigence client et du time to market. Et ça remettait aussi du sens et ça remet aussi d'autant plus d'importance sur l'automatisation pour répondre à ces enjeux de time to market. Donc, c'était une conférence qui introduisait bien cette journée française du test logiciel. Ensuite, on a eu 20 minutes pour convaincre d'Open qui était sponsor des JFTL. Donc, le thème, c'était l'automatisation Eldorado ou réalité. Donc, c'était une thématique que se posent beaucoup de clients aujourd'hui et auquel Niji doit aussi répondre régulièrement auprès de ses clients. Donc là, c'était sur scène, il y avait un expert automaticien et un commercial qui était l'intervieweur, qui faisait un peu le client basique avec toutes les questions types et qui a répondu à différentes questions. C'est pourquoi automatiser? Quel est le coût d'automatiser? Est-ce qu'on a un ROI sur l'automatisation? Qui automatise? Avec quel outil? Est-ce qu'il faut savoir développer? Est-ce qu'il existe des KPI? Est-ce que ça s'intègre facilement dans une CI/CD? Donc, voilà, à l'image de ce que peut faire aussi Niji vers ses propres clients. Donc, voilà, l'expert automaticien répondait à toutes ces questions. Donc, c'est quoi la conclusion? Donc, ça va aussi en lien avec la dernière conférence que je vous ai présentée, c'est qu'effectivement, il y a quelques années, c'était un Eldorado parce qu'on se demandait vraiment comment on pouvait faire de l'automatisation tout en répondant à des contraintes de time to market et budgétaires. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est vraiment une vérité tangible, par contre, qui doit s'adapter au contexte de chaque client et aux enjeux de chaque client. Il ne faut pas faire de l'automatisation parce que c'est la mode, mais parce qu'elle répond à un besoin de qualité, de time to market et d'optimisation. Donc voilà, donc c'était très intéressant pour ceux qui se posaient encore la question de cette valeur. Ensuite, on a eu un retour d'expérience des équipes qualité de MyCanal qui était très intéressante également. Donc, retour d'expérience qui a été partagé avec Agilites, qui était leur partenaire sur cette conférence. Donc, Agilites, c'est un automate no-code, pas low-code, no-code. Donc, pourquoi MyCanal a choisi cet outil? Donc, ils ont construit des squads, dont une très grosse squad sur le produit MyCanal. Donc, MyCanal, pour remettre dans le contexte, c'est
un distributeur de contenu qu'on peut avoir un peu comme Netflix, mais qui peuvent être sur vos téléphones, sur vos tablettes, sur vos télévisions, sur vos téléphones également, et donc du coup qui doit être accessible en multi-pays, multi-device, qui peut diffuser du contenu d'Amazon, de Disney, de Netflix. Donc du coup, il y avait beaucoup de variabilité d'usage dans ce périmètre-là. Donc il y avait un fort enjeu de qualité, un fort enjeu de délai, et donc du coup, l'automatisation était quelque part une obligation. Sauf que il y avait des problématiques de compétences. Il fallait que pas forcément dépendre de ces automaticiens qui étaient experts, voilà, qui étaient très experts. Donc du coup, ils ont fait contribuer Agilitest pour permettre aux testeurs fonctionnels d'automatiser par eux-mêmes. Donc il y avait quand même de l'intelligence d'automatisation à travers des automaticiens, parce qu'il y a, voilà, on ne fait pas de l'automatisation n'importe comment. Et donc du coup, pour eux, c'était un vrai succès qui a permis de répondre à leur contexte qui était plus que complexe et à fort enjeu. Et ça s'est fait par un développement, voilà, ça n'a pas été fait en mode Big Bang, mais vraiment étape par étape et de manière intelligente. Voilà pour Agilitest. Ensuite, Shift Left, je vous en ai parlé en début de séance. Le Shift Left, je vous rappelle, c'est testé au plus tôt. Donc, du coup, c'est AXA. Donc, c'est une société qui est aussi certifiée TMMI. Donc, pour rappel, il y a uniquement 3 entreprises en France qui sont certifiées TMMI. AXA en fait partie, parce qu'ils ont d'importants processus qualité chez eux. Et donc, ils ont une guilde de test. Et dans cette guilde de test, il y a une équipe technique qui a mis en place justement le Shift Left Performance Testing. Donc, l'idée, c'était d'implémenter des mesures de performance. Donc, je ne parle pas de tests de robustesse, je ne parle pas de tests de charge, mais de mesures de tests de performance au plus tôt. Et donc, du coup, ils ont intégré dans des CI/CD de l'outillage. Donc là, vous voyez dans le tableau en bas, avec les différents écrans sur lesquels ils mesurent les temps de réponse. Et donc, ils ont une colonne référence. Et à chaque fois qu'il y a un déploiement, les tests de performance sont lancés et mesurent, après chaque déploiement, les temps de réponse de chaque écran. Donc, ça permet d'identifier au plus tôt et très rapidement, voilà, quand ça passe en rouge, ça veut dire qu'il y a un problème avec le code. Et donc, de ne pas attendre que ce soit mis en recette ou en production qu'on constate les défaillances. Donc, ça permet de réagir au plus tôt et donc de gagner du temps et donc de l'argent. Voilà, donc c'était un retour d'expérience très intéressant. Donc, où ils ont utilisé Dynatrace, TrueClient, CodeRunner et bien sûr dans un écosystème Azure DevOps. Et du coup, le step qu'ils veulent avoir demain, qu'ils auront demain, c'est justement faire du shift right. C'est récolter justement le référentiel de performance de production pour le challenger avec le référentiel à eux. Donc, c'était une démarche intéressante parce que on parle de CI/CD, on parle de shift left, de performance et de tester au plus tôt. Donc, c'était très, très intéressant. Je laisse la main à... Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous parler d'un retour d'expérience de la société Adis. Adis qui est une filiale d'AXA France, qui est spécialisée dans la gestion de contrats et notamment l'expertise en protection sociale. Donc en fait, eux, en 2019, ils ont souhaité faire évoluer leur architecture applicative en microservices. Donc l'objectif étant, et c'est un sujet qui est souvent revenu lors de ces JFTL, c'est toujours l'accélération des cycles de développement et de livraison, et ils ont souhaité entreprendre aussi un passage progressif à des approches de développement itératif. Donc à partir de là, ils se sont posé une question, c'est comment on va pouvoir tester avec cette nouvelle approche. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, ils avaient des équipes de test transverses qui travaillaient sur plusieurs domaines produits. On parle d'une équipe de test assez jeune, sans forcément beaucoup de connaissances métiers. Un SI de plus de 100 systèmes applicatifs qui évolue en permanence. Je l'ai dit tout à l'heure, ils ont souhaité faire évoluer leur architecture. Il n'y avait pas beaucoup, voire pas beaucoup de docs existantes. Quasiment pas de spec, ou alors pas toujours lisible. Il y avait une absence de process de test et très peu d'outillage. Donc, à partir de là, ils ont fait évoluer leur pratique en plusieurs étapes. Et donc, voilà, on va détailler un peu ces étapes-là. La première étape, c'est qu'ils ont décidé d'intégrer un testeur par domaine produit.
Donc, ça permet de favoriser les échanges avec les développeurs. Ça permet d'insuffler la démarche testing à toute l'équipe et de mettre en place des bonnes pratiques. Et donc, ça responsabilise l'équipe et ça fait en sorte que toute l'équipe est garante de la qualité et pas uniquement le testeur. Ensuite, ils se sont penchés sur l'outillage. Aujourd'hui, avant, chez eux, ils avaient Jira pour la gestion des anomalies et TestRail pour la gestion des tests. Donc, ils ont tenté de faire une conception de test en méthode Gherkin, mais bon, voilà, je le disais tout à l'heure, ils n'avaient pas d'US. La granularité n'était pas assez fine par rapport à leurs besoins. Il n'y avait pas forcément de collaboration en amont concernant les critères d'acceptance et pas d'automatisation en place. Donc, pas forcément de plus-value à l'époque de travailler avec du Gherkin. Et du coup, ils se sont penchés sur l'outil Jest de Smart Testing. Ils ont commencé à travailler avec cet outil-là. Donc, cet outil permet de faire de la conception visuelle des tests, à l'image de ce qu'on peut faire avec du model-based testing, mais pas que. Donc, quand ils ont commencé à utiliser cet outil-là, ils ont tout de suite vu une accélération des phases de conception. Ça permettait aussi une conception à plusieurs à travers une gestion des scénarios, des fichiers avec Git notamment. Ça permet aussi, cette conception visuelle, d'apporter une meilleure visibilité sur ce qu'on veut tester et notamment également sur la couverture des fonctionnalités. Et forcément, ils ont fait aussi le choix de cet outil-là parce qu'il s'intègre avec Jira et TestRail. Alors attention, quand on passe sur un outil comme ça nécessite de se faire accompagner au démarrage parce qu'il faut revoir, il faut rééduquer les équipes de test, même toutes les équipes projet, sur la manière de concevoir les scénarios avec ce type d'outil-là. On n'est pas dans une méthodologie classique de conception de test. Le troisième levier, c'est l'aspect collaboratif. Ils ont mis en place des ateliers entre les trois amigos, donc le PO, Dev et Test, et ça permet de faciliter les échanges par ce support visuel. Ça permet la validation de la compréhension du besoin par tout le monde. La mise en place, je le disais tout à l'heure, ils n'en avaient pas, mais la mise en place de critères d'acceptance. Et donc aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience de l'intérêt de ces ateliers chez eux. Ils ont fait évoluer leurs pratiques pour effectuer ces ateliers avant le démarrage du sprint. Et donc l'objectif, aujourd'hui, on va y revenir un peu tout à l'heure, mais c'est de tendre vers de l'acceptance test driven development. Donc ensuite, ils ont également mis en place du pair testing, donc toujours dans l'objectif d'améliorer la qualité. Le pair testing, c'est une méthodologie qui est utilisée, qui permet de réduire, on va dire, le nombre d'anomalies détectées après la première livraison en recette. Ça permet de faire du test en mode collaboratif entre le développeur et le testeur, ou simplement entre développeurs, sur la base des critères d'acceptance en amont des premières livraisons. Donc là, ils ont eu un vrai gain aussi de leur côté en termes de réduction d'anomalies suite aux premières livraisons. Et donc, à travers les parcours Jest et les critères d'acceptance, ils ont pu faire ce pair testing de manière efficace. La cinquième étape, c'est l'automatisation. Jest intègre un publisher qui permet du coup de publier donc, soit en Java ou alors avec d'autres on va dire, langages, Gherkin, Robot Framework, des scénarios de test automatisés. Donc ça va permettre d'automatiser notamment en keyword driven. Donc ça facilite le travail de l'automaticien à travers les parcours visuels et la collaboration avec le testeur. Mais en plus de ça, ça permet d'avoir des outils clés en main pour démarrer l'automatisation. Le problème qu'ils avaient jusqu'ici, c'est qu'ils ne pouvaient pas faire les TNR au sprint. Donc, l'objectif de cette démarche d'automatisation, c'est également, je le disais tout à l'heure, de tendre vers de l'acceptance test-driven development, mais de manière automatisée, en intégrant les compétences d'automatisation au sein des équipes de développement, pour permettre une mise à jour régulière des scénarios tests automatisés et permettre la TNR au sprint. Donc voilà, notre avis par rapport à cet outil-là, parce que voilà, l'outil central de ce process de test chez Addis, c'est vraiment Jest. C'est vraiment un outil qui permet de mettre en place une collaboration et de rendre visuel vraiment les scénarios de test. Et du coup, finalement, on se rend compte que les parcours Jest sont toujours plus à jour que la spec, quand on utilise des specs classiques dans des domaines projets, on dirait un peu plus classiques. Donc voilà, notre avis, c'est que l'outil Jest s'adapte en fonction du contexte. Là, c'est vrai que chez Addis, ils partaient d'un existant, ils n'avaient pas beaucoup de documentation. Donc, c'était très intéressant pour eux. Et en plus de ça, ils s'intégraient avec leurs outils type Jira TestRail.
Donc voilà, c'est vraiment toute la collaboration autour de l'outil, les changements qu'ils ont fait dans leur démarche testing qui sont intéressants à garder sur ce type de retour d'expérience. Donc, l'autre 20 minutes qui a eu lieu pendant cette journée du 13, c'était les 20 minutes pour convaincre par Tricentis et LVMH. Donc, c'était Johan Gaggero qui est test manager chez LVMH, qui a fait son retour d'expérience sur le déploiement d'une suite de tests logiciels. Et donc, ils ont déployé différents outillages sur le test logiciel. Donc, une des problématiques de LVMH, c'est qu'ils avaient un fort enjeu pour automatiser de manière simple et rapide, avec un budget contraint. Ils étaient aussi sur un enjeu omnicanal, un peu comme MyCanal, avec un plan de e-commerce ambitieux. Donc, je vous rappelle, on était l'année dernière avec la pandémie, avec une augmentation des ventes du luxe. Et donc, du coup, ils avaient un enjeu important sur la partie e-commerce. Donc, pour y répondre, ils ont réalisé un partenariat avec Tricentis pour déployer une suite d'outillages dans le but de faire travailler au plus tôt et de faire automatiser au plus tôt aussi les métiers. Donc, c'était vraiment une démarche très BDD avec une approche business driven testing. Donc, ils ont déployé Qtest, ils ont déployé Tosca et ils ont déployé Data Integrity Testing. Donc, l'idée pour LVMH, c'était, voilà, il fallait que ce soit simple, il fallait que ce soit rapide et efficace. Et donc, du coup, ils ont pu déployer, ils ont pu répondre à ces enjeux avec ces éléments-là. Donc, c'était un enjeu de rapidité et une facilité d'usage. Donc, ça n'a pas été tellement approfondi, mais bon, ils étaient assez contents. Ensuite, sur la partie, donc l'autre conférence auquel j'ai pu assister, c'était une conférence réalisée par le Crédit Agricole sur la partie Payment Services avec Open, qui travaille pour eux dans le cadre d'un centre de service. Donc, ça a été un projet d'1 an et demi où le Crédit Agricole s'est posé, a réfléchi pour mettre en place une plateforme technique pour les testeurs. Alors, pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'il y avait des gros enjeux de sécurisation. On est dans un domaine bancaire, donc il est important de d'étanchéifier un peu ces zones de données, ces zones applicatives avec le poste du testeur. Donc, ils ont créé une zone de test, comme vous pouvez voir sur le tableau, comme sur le slide, avec des services mutualisés, avec des outillages préinstallés sur leur poste, tout en garantissant un maximum de sécurité pour les données. Mais aussi répondre également à un enjeu de confort pour le testeur via une mutualisation, une industrialisation de ces environnements de test. Donc là, le client, c'est le testeur, j'ai envie de dire. Donc, ils ont utilisé différents outillages, ils ont beaucoup réfléchi pour mettre en place cette zone de test. Donc, d'abord, ils ont choisi l'environnement de travail. Ensuite, ils ont sélectionné les outils en fonction du projet. Ils ont réalisé des tests sur la zone applicative et ça leur permet aussi d'exécuter et réaliser des reportings de tests grâce aux services mutualisés. Donc, l'élément marquant pour moi, c'était d'un coup, on parlait du testeur. C'était le testeur qui était au cœur du projet. Moi, ce qui m'a marqué également, c'est que suite à la mise en place de cet investissement, ils ont observé des démarrages beaucoup plus sereins et beaucoup plus rapides sur les projets. Effectivement, tout est mis en place, tout est plus facile. Le testeur n'a pas à aller chercher un outil, tout est sur son PC. Et aussi, en termes de qualité, ils ont observé que le testeur était de nouveau recentré sur son métier, recentré sur son travail. Les testeurs, souvent, ce ne sont pas des personnes issues du monde technique. Et on les libère un peu de cette charge de quels sont mes moyens pour travailler. Voilà, ils se focalisent uniquement sur leur métier. Et ça a permis aussi de redynamiser, de relancer une dynamique au sein des équipes parce qu'effectivement, il y avait plus de satisfaction pour le testeur. Donc, c'était voilà, moi, ce que je retiens, c'est que c'était un concept très intelligent qui, par contre, est déployable avec des moyens, donc avec une grande entreprise. Donc, c'était très bien. Hop, on va passer à Anthony.
Donc là, je vais vous parler d'un sujet, donc c'est Cdiscount et All4Test, hein, dans le cadre du développement de la marketplace Cdiscount Octopia qu'ils ont entrepris en 2021. Donc l'objectif du développement de cette marketplace, c'est toujours d'accélérer, vraiment, il avait une ambition d'entreprise autour de cet aspect accélération, passer d'une organisation projet à une organisation produit. Et donc dans le cadre de ce développement de cette nouvelle marketplace, ils ont souhaité mettre en place un nouveau framework pour leurs tests automatisés end-to-end. Donc à partir de là, ils ont démarré un POC avec RoboFramework. Donc leur objectif, c'était, Betty le disait tout à l'heure, toujours shift left, shift right. Donc c'est de vraiment tester très tôt et tester tard. Donc ça veut dire tester les nouvelles évolutions, tester le nouveau code, les nouveaux builds, les nouveaux déploiements et bien sûr tester en prod à la fin. Donc l'objectif et les bénéfices, c'est de réduire les coûts de maintenance en testant toujours le plus tôt possible. Donc, ils ont démarré ce POC avec RoboFramework. Donc, pour rappel, RoboFramework, donc c'est un framework d'automatisation des tests, open source, qui est indépendant du langage de dev, qui permet de faire du développement en keyword driven, donc qui permet notamment une compréhension plutôt facile pour notamment les PO. C'est un outil assez modulaire qui permet d'interagir avec du Selenium, du Appium, mais également de l'API, de l'XML, du JSON, et qui permet également de la génération de rapports détaillés. Donc, ils ont mis en place RoboFramework dans leurs équipes. Donc, c'est un outil qui est plutôt simple à configurer, qui était facile d'accès aussi pour des profils non dev, notamment sur la partie Gherkin, pour comprendre les scénarios de test, qui est évolutif, qui permet du cross-platform, aussi bien du browser que du mobile, et qui est facile également à maintenir. Ensuite, pendant la présentation, ils nous ont surtout fait une démo de la manière dont ils implémentaient l'outil à travers leur scénario de test. Ils ont mis aussi en place des guides d'installation pour éviter les différentes installations entre les différentes équipes chez eux. Parce que voilà, sur ce type d'outil open source, on peut parfois avoir des problématiques d'installation d'un poste à un autre. Donc voilà, il y a eu des bonnes pratiques qui ont été mises en place. Ils ont mis des bonnes pratiques aussi sur la documentation du code. Ils ont également dockerisé le Jenkins et les pipelines associés. Et ils ont mis en place l'industrialisation de la CI/CD. Je vous invite également à aller consulter leur présentation donc, qui est disponible sur le site de la JFTL parce qu'ils y détaillent également d'autres bonnes pratiques de manière, on va dire, un peu plus détaillée à travers des slides. Donc ça peut être intéressant aussi pour les personnes qui souhaitent mettre en place des bonnes pratiques sur l'utilisation de l'outil. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à le consulter. Nous, c'est un outil qu'on a l'habitude d'utiliser chez Niji, dans nos équipes d'automaticiens, d'experts automaticiens. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez eux, le POC a été transformé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont 14 équipes réparties sur 2 directions. Ils ont 4 PO qui ont été formés au fonctionnement de l'outil. Ils ont 6 ingénieurs qualité qui sont au support des équipes, donc, qui apportent de l'expertise, de la formation, du coaching, de la stratégie. Et aujourd'hui, ils ont une 50aine de scénarios de complexité moyenne à élevée. Donc du coup, voilà, chez eux, c'est un succès. Et leur objectif, les next steps, c'est de continuer à déployer RoboFramework sur les différents supports chez eux. Donc voilà, les forces du produit, c'est évidemment le langage Gherkin qui permet une bonne compréhension des scénarios et qui permet aussi une bonne compréhension par les PO notamment. Ensuite, j'ai participé à un retour d'expérience sur la mise en place d'une pratique qu'on ne connaissait pas forcément, qui est l'exemple mapping, donc chez Klaxoon. L'exemple mapping, c'est une pratique qui permet une réflexion collaborative pour créer les US, mais avec des papiers ou des post-it, notamment. Donc, comment ça fonctionne? Comme le montre le slide, on va avoir une couleur de post-it pour identifier une story, par exemple un thème, une story à implémenter, une feature. On va illustrer cette story-là par des règles, et les règles vont être illustrées par des exemples. Et ensuite, on peut avoir aussi des post-it dédiés aux questions. Donc, je vous invite également à consulter le support qui est sur le site de la JFTL parce qu'il y a un lien vers une vidéo qui est assez intéressante pour comprendre un peu mieux le fonctionnement de l'exemple mapping. Maintenant, l'objectif de ce retour d'expérience, c'était d'identifier les erreurs à ne pas faire dans le cadre de la préparation d'un exemple mapping. Donc, on va pouvoir en détailler quelques-unes.
Juste avant de commencer le détail, leur objectif en mettant en place sur cet exemple mapping, c'était d'augmenter la collaboration entre les intervenants dans les étapes de préparation des US. C'était de réduire les implicites, mais également permettre un meilleur découpage des fonctionnalités. Donc une fois qu'ils ont commencé à mettre en place ces exercices d'exemple mapping, ils se rendaient compte que finalement, ils avaient encore des bugs. Il y avait des fonctionnalités qui avaient encore des difficultés à sortir. Il y avait des incompréhensions sur l'attendu. Donc, ils ont regardé un peu dans le rétro et ils ont fait, voilà, ils ont détaillé un peu les erreurs qu'il faut éviter de commettre dans le cadre de cet exercice-là. Il y a 3 types d'erreurs. Il y a les erreurs à ne pas faire lors de la préparation, donc en amont de l'exemple mapping. Il y a les erreurs à ne pas faire pendant l'exemple mapping et les erreurs à ne pas faire après. Donc, en préparation, une des premières erreurs à éviter, c'est de trop préparer. C'est que voilà, le PO qui va souvent animer ce type d'exercice, l'erreur à ne pas faire, c'est d'arriver avec les post-it déjà tout préparés, les règles déjà identifiées et les exemples. Ça ne favorise pas l'échange parce que derrière, on va se dire, bon, bah, voilà, le PO, il a tout fait, l'exercice est terminé. A contrario, l'autre erreur, c'est de ne pas préparer du tout. Voilà, il faut quand même au moins disposer d'un cadre, peut-être au moins identifier quelques idées, mais après, derrière, c'est la collaboration, la réflexion collective qui va animer tout ça et qui va permettre de faire en sorte que l'atelier soit une réussite. Il y a aussi le mauvais casting. L'intérêt de ce type d'exercice, c'est de faire intervenir les parties prenantes sur les features qui vont être implémentées, notamment les personnes qui vont implémenter la feature. Donc voilà un peu ce qui concerne les erreurs à ne pas faire en préparation. Ensuite, pendant l'exemple mapping, une fois que l'exercice est démarré, une des erreurs, c'est de voir l'atelier durer dans le temps. Donc là, c'est que derrière, il faut timeboxer. Il faut diviser, il faut faire le tour de table pour faire en sorte que tout le monde ait le même temps de parole. Et si ça n'en finit pas, c'est que derrière, il y a peut-être des questions sur lesquelles il faut se pencher un peu plus longuement, ou peut-être des stories ou des règles à diviser, notamment. Il y a le syndrome du beau parleur et du timide, c'est-à-dire qu'autour d'une table, on va avoir des profils de personnes un peu plus à l'aise, des gens qui vont avoir plein d'idées, qui vont vouloir les proposer, et à côté de ça, on va avoir des personnes un peu plus introverties, mais qui peuvent avoir des très bonnes idées. Donc là aussi, il faut timeboxer, ne pas hésiter à faire le tour de table pour donner de la parole à tout le monde. Chacun a son avis à donner sur ce type d'exercice. J'ai oublié d'en parler, mais on parle bien, encore une fois, des 3 amigos. L'objectif de ce type d'exercice-là, c'est la collaboration entre PO, dev et testeur. Il y a la dérive technique. Donc là, c'est pareil, quand dans les discussions, on commence à rentrer dans du détail d'implémentation, c'est que ça va un peu trop loin. Il faut garder ce type de discussion-là pour plus tard. Là, on est vraiment sur la construction de la story. Il y a le fameux « je ne comprends rien à cette règle ». Là, quand on en arrive là, c'est que il faut utiliser plus d'exemples, il faut peut-être diviser les règles, il faut illustrer un peu plus et reformuler les règles notamment. Et ensuite, on a les erreurs à ne pas faire après l'exemple mapping. L'erreur facile à faire, c'est de se dire, bon bah voilà, l'exemple mapping, c'est bon, c'est mon plan de test, je vais pouvoir tester à partir de ces post-it-là. Non, l'exemple mapping, c'est un entrant aux activités de test. Derrière, il va falloir forcément rentrer un peu plus dans le détail au niveau de la conception des tests. Il y a le fameux pas vu, pas pris. Donc là, même si l'exemple mapping est terminé, quand on est en phase de conception, on ne sait jamais, ça peut toujours évoluer. Par contre, si on évolue, on communique. On communique avec les testeurs, on communique avec le PO, on communique entre développeurs. Parce que voilà, on peut avoir un développeur qui va modifier un exemple. S'il n'a pas communiqué auprès des testings, derrière, ça va poser problème. Donc voilà, la conclusion, c'est que cet exercice-là, il permet de prendre du recul sur les méthodes et surtout, il permet de partager les connaissances et les avis des uns et des autres concernant des stories, des features à implémenter. Et c'est une réflexion collective. Donc voilà, et parfois, ça permet aussi un meilleur découpage des fonctionnalités. Et le truc tout bête aussi, c'est que comme on travaille avec du papier, on a les cartes en main. Et ça permet aussi une meilleure mémorisation de ce qu'il y a à faire. Le fait de l'écrire, le fait de toucher, c'est bénéfique pour le reste des activités derrière. Merci Anthony. Donc on arrive au bout de notre webinaire.
Donc, les conclusions de ces 2 jours, hein, selon nous, Niji, c'était que c'était des journées très riches, hein, parce qu'on a quand même participé à une douzaine de conférences et de retours d'expérience. Ça nous a permis de prendre de la hauteur sur la transformation digitale que nous vivons tous aujourd'hui, qu'on entend tous parler. Et je vais prendre un peu de hauteur par rapport à tout ça, et c'était très bien. On a pu découvrir de nouveaux outillages, notamment basés sur du machine learning. Et aussi sur des outillages associés aux nouvelles pratiques de test. On a pu rencontrer des experts, des partenaires, des professionnels qui sont nos équivalents. Donc, on a pu échanger sur nos retours d'expérience communs. Donc, voilà, la vie globale, c'est que le testeur n'est plus en bout de chaîne, vraiment. Le testeur est intégré sur chaque bout de la chaîne de production de delivery, est un véritable acteur en amont. Et comme je le rappelle, et comme le disait Yves Cassot, la qualité est un des sujets majeurs de la transformation digitale, donc il ne faut surtout pas la mettre de côté, ou enfin, il faut y penser dès le démarrage. Donc, les prochaines JFTL, hein, parce que JFTL est au mois de septembre du fait des problématiques liées au Covid, donc on va plus se rapprocher sur des dates qui étaient habituellement au mois d'avril, les autres années au mois d'avril. Donc, l'année prochaine, elles auront lieu le 13 et le 14 juin, donc vous pourrez nous y retrouver avec plaisir. Voilà, nous arrivons au bout. Donc, les conférences sont également disponibles de manière détaillée. Donc, s'il y a des conférences qui vous ont plus appelé que d'autres, elles sont à disposition sur le site de la CFTL, avec toutes les autres conférences également, avec des beaux jeux de slides également disponibles. Voilà, je vous remercie. On va passer aux questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Fred, est-ce que tu reprends la main? Xavier, tu reprends la main? N'hésitez pas, effectivement, on a un peu de questions là dans le fil de discussion. Je ne sais pas si même des commentaires, des remarques sur le sujet, n'hésitez pas, prendre la parole ou même dans le fil de discussion. Hein, vous pouvez toujours intervenir dans le fil de discussion par rapport à ce qui a été présenté. Merci Jimmy. Tout était très clair et merci pour votre présentation à tous. Merci. Merci beaucoup. Si. Merci Florence. N'hésitez pas, sinon en tout cas, merci Betty, merci à toute l'équipe d'avoir pris le temps de partager avec nous ce débrief. Merci Anthony, merci Tanguy. Alors, on a un message de Cyrielle. Bonjour, une information IEST pourra être interfacée avec Octane. Alors là, Betty, je te laisse la main. Ouais, ça va être plus Anthony qui a. Ça, c'est une information. Oui, effectivement. C'est effectivement. Alors effectivement, ça semble plus être une information qu'une question. Honnêtement, je n'avais pas forcément l'information, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, l'objectif, c'est effectivement de s'interfacer avec le plus d'outils possible. Ok. Merci Flora, merci Julien, en tout cas Jonathan pour vos commentaires, Sophie aussi. Merci à tous, encore une fois, merci à l'équipe testing de Niji pour ce débrief et puis rendez-vous l'année prochaine pour repartager un débriefing. Très bien, merci beaucoup à tous. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions ou des besoins.